Si l'avenir s'ouvrait devant la France en 1945, c'est parce que les soldats de la première armée française avaient combattu, dit le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Édouard Jasniewicz, 97 ans aujourd'hui, fait partie de ces héros qui libèrent la France du joug nazi. Dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation 2025, nous avons voulu lui rendre hommage. Bonjour les enfants, j'ai participé à la Deuxième Guerre mondiale, 44-45, repoussant l'ennemi, à l'époque l'Allemagne, qui occupait la France depuis 4 ans. Je suis là pour vous en parler. C'est le 18 novembre 2024 que nous avons rencontré Édouard Jasniewicz pour la première fois. Édouard Jasniewicz voit le jour en France dans une famille polonaise arrivée dans les cités de la Chière en 1925. Son enfance se déroule paisiblement entre la gare de Landriveau et l'ancienne église de Mont-Saint-Martin. Son père, ouvrier aux usines de la Chière, assure la stabilité familiale jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale bouleverse leur quotidien. En 1939, l'éclatement du conflit propulse sa famille Jasniewicz vers la Gironde, à Castillon-la-Bataille, avant de les mener dans la Vienne. Le retour à Louis n'a eu lieu qu'en 1942. En 1944, à l'âge de 17 ans, Édouard, avec 66 autres jeunes, s'engage dans l'armée pour une durée de 4 ans. Il découvre la guerre sur les champs de bataille du Doubs, puis poursuit les combats en Alsace. En 1945, il s'embarque au bord du Pasteur, en direction de l'Indochine où il participe aux affrontements à Haiphong. Le soldat revient en France en 1947. De retour dans l'Hexagone, en 1949, il rencontre Évelyne et l'épouse en décembre de la même année. Leur union donne naissance à 2 fils, Jean-Michel et Gérard. Sur le plan professionnel, Édouard gravira les échelons pour devenir directeur des laboratoires chimiques de la Chière. Par la suite, il rejoint les anciens combattants de la Chière, un rôle qui viendra clôturer une carrière marquée par l'engagement et la résilience. Le récit de vie qu'il nous livre lors de cette rencontre, il l'a mis en page dans un ouvrage unique et remarquable qui nous a servi de première source pour notre projet collectif. Pour la vie, mes chemins de traverse est un texte dense avec une abondance de souvenirs illustrés par une centaine de photos prises tout au long de sa vie. En nous dévoilant une partie de son histoire, Édouard Jasniewicz nous offre un témoignage exceptionnel sur la vie dans les cités minières du bassin de la Chière. À partir des années 30, la présence en Indochine, mais surtout sur l'implication de la première armée française dans la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement lors de la libération de la France, thématique choisie en cette année 2025 pour le concours de la résistance et de la déportation. Acteur et témoin, il réveille le souvenir de ces héros souvent méconnus de l'histoire. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'aime bien écouter ce genre d'histoire, ce qui s'est passé dans le passé, les histoires qu'on nous raconte. Et j'ai été intéressée aussi parce que ça change de ce qu'on lit souvent quand on apprend en cours. Il y a plusieurs choses qui ont changé et que j'avais encore jamais entendues jusque-là. J'ai retenu que les soldats, durant la guerre mondiale, ils n'avaient pas peur de combattre, ils ne pensaient même pas à la mort, ils faisaient ça surtout pour leur pays et ils pensaient surtout à chasser les Allemands de leur pays. Ouais, je trouve qu'il a un bon mental et c'est super de voir une personne qui est comme ça. Ils se font de plus en plus rares, donc c'était l'un des derniers à Louis, donc il faut qu'on sache de lui-même, pas de quelqu'un qui nous raconte son histoire, il faut qu'on sache de lui-même ce qu'il a vécu et ce qu'il nous raconte en fait, on doit le retenir et c'est une chance de l'entendre de sa bouche à lui que plutôt de quelqu'un qui répète ce qu'il lui a raconté. Et surtout, on pourra aussi le raconter aux futures personnes qui n'auront peut-être pas la chance de l'avoir rencontré. Entendre le récit d'Édouard Jasniewicz a été un moment d'intense émotion. Il a su nous replonger dans un temps de notre histoire dont il faut faire mémoire pour ne pas oublier, mais son témoignage seul ne pouvait pas suffire à faire un récit historique de ce qu'il a pu vivre. Il nous fallait plonger dans d'autres sources pour comprendre et expliquer la libération de la France. C'est ce que nous avons fait en découvrant l'exposition Les Forces de la Liberté, prêtée à notre établissement par l'ONACVG, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et qui raconte essentiellement le débarquement en Provence d'août 1944, dont Édouard Jasniewicz n'a pas manqué de nous rappeler l'importance. Puis nos recherches dans l'informatique nous ont permis de mettre en perspective son témoignage avec la réalité historique de la libération de l'Est de la France, du Doubs à la traversée du Rhin après les rudes combats de la poche de Colmar. Novembre 1944. À Longwy, 66 jeunes enfants de Longwy se sont engagés volontaires pour libérer la France, en rejoignant les troupes françaises dans le Doubs. Moi-même, les événements que j'avais vécus dans les camps de détention et les privations que nous avions, mon engagement à 17 ans a participé à libérer la France. Une force intérieure me poussait à chasser les Allemands de France.
L'armée dans laquelle s'engage Édouard Jasniewicz, c'est la première armée française, dirigée par le général Jean de Lattre de Tassigny, qui a joué un rôle crucial dans la libération de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est officiellement créée en septembre 1944, succédant à l'armée B, composée principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Elle représente une force diverse et déterminée. Après avoir débarqué en Provence en août 1944, la première armée mène des opérations victorieuses, libérant des villes clés comme Marseille et Toulon. Elle progresse ensuite vers le nord, contribuant à la libération de l'Alsace et pénétrant en Allemagne. Son parcours est marqué par des batailles décisives, notamment la réduction de la poche de Colmar en février 1945. Cette armée est surnommée par la suite Rhin et Danube en raison de ses victoires remportées sur le Rhin et Danube entre le 31 mars et le 26 avril 1945. Arrivé dans le Doubs, à Orchamps-Vennes, chacun de nous a été dirigé dans une unité différente. Je fus affecté dans une section de mitrailleuses lourdes. Ma première opération, nous sommes montés pour assurer la garde de nuit devant une mitrailleuse en position face à l'ennemi. À 1h de la nuit, nous avons été harcelés par des obus de mortier. Les obus pleuvaient autour de nous. C'était mon baptême de feu. J'avais 17 ans et 40 jours. Novembre 1944, l'hiver s'installe sur l'Europe en guerre et avec lui un tournant décisif pour la libération de l'Alsace. Dans les montagnes escarpées des Vosges, les forces allemandes tiennent fermement leur position. Les soldats alliés, eux, préparent un plan audacieux et une illusion destinée à tromper l'ennemi. Le gros des troupes allemandes s'est dirigé vers le nord, persuadé que la bataille décisive se jouera dans les Vosges. Mais en secret, les forces françaises de Lattre et de Tassigny préparent une offensive d'envergure dans le Doubs. Le 13 novembre, tout est prêt, mais une tempête de neige impitoyable balaye le champ de bataille. La visibilité est quasi nulle. L'offensive doit être reportée. Ce même jour, Winston Churchill et le général de Gaulle arrivent en train spécial à Besançon. Leur présence témoigne de l'importance stratégique du moment. Le 14 novembre, au matin, le ciel s'éclaircit légèrement. L'ordre est donné. À 14h, l'attaque commence. Face aux Alliés, la 338e Volksgrenadier Division, éclatée sur 30 km depuis la Suisse, tente de contenir l'assaut. À la nuit tombée, le front allemand vacille sur 15 km. Le général Viseux, croyant à une simple division, attend toujours l'assaut principal dans les Vosges et tardé à envoyer des renforts. Pendant ce temps, les combats font rage à Écault, où les troupes françaises gagnent du terrain. Le 15 novembre, la 9e division d'infanterie coloniale frappe fort et désorganise la défense ennemie dans le Doubs. La situation tourne en faveur des Alliés. Le matin du 16, les chars défoncent les positions allemandes. La brèche est ouverte, la phase de rupture est imminente, mais l'état-major allemand comprend enfin l'ampleur du danger. Héricourt devient un verrou stratégique qu'il faut à tout prix défendre pour protéger Belfort. Les renforts allemands affûtent, la contre-attaque est brutale. Pourtant, les soldats marocains tiennent leur position avec une ténacité héroïque, conservant le pont jusqu'à l'arrivée du CC4. La nuit de combat est acharnée, mais Héricourt tombe, les forces ennemies s'effondrent. Belfort est désormais à portée de main. Le 19 novembre, la banlieue nord est atteinte. Le 21, à l'aube, la 4e compagnie du bataillon de choc s'infiltre dans la ville. Dans une scène surréaliste, les soldats surprennent les boulangers allemands en pleine cuisson de leur fournée. À 9h20, la commandanture est prise, la préfecture libérée, mais l'ultime bastion allemande résiste. Les troupes ennemies se retranchent dans le château. Refusant de se rendre, les combats s'éternisent jusqu'au 25 novembre. Enfin, Belfort est entièrement libre. Dans le froid glacial de novembre, une page de l'histoire s'écrit. Derrière ces victoires, il y a le courage des soldats, la détermination de stratèges et le sacrifice de ceux qui n'ont pas vu la fin de la guerre. La libération de Belfort marque un pas décisif vers la fin de l'occupation, rapprochant un peu plus la France de la liberté retrouvée. Après avoir libéré plusieurs villages et des communes, grande bataille et très dur combat qu'il y a eu tout autour de Colmar. De nouveaux obus éclatèrent simultanément. Je fus projeté à terre par une partie du plafond. En me relevant inconscient, je constatais que la cloison était criblée d'éclats. Ce jour-là, le destin m'avait épargné. Au cœur de l'hiver glacial de janvier 1945, alors que l'Europe est encore déchirée par les affres de la Seconde Guerre mondiale, une bataille décisive se joue en Alsace. La poche de Colmar, dernier bastion allemand, sur la rive gauche du Rhin, devint l'épicentre d'un affrontement sanglant entre la première armée française, appuyée par le 21e corps américain, et la redoutable 19e armée allemande. Dans ces terres enneigées et ravagées par la guerre, le général de Lattre de Tassigny, chef de la première armée française, orchestre une offensive implacable. Son objectif, refermer l'étau autour des forces allemandes, les préserver de toute issue et libérer Colmar sans destruction. Chaque décision est une course contre la montre. Chaque avancée est un défi face à un ennemi déterminé et aux conditions climatiques extrêmes. Les forces alliées, fortes de 300 000 hommes, dont 125 000 Américains, se heurtent à une résistance acharnée. Le froid mordant
engourdit les corps et complique les mouvements. Les combats sont âpres, rythmés par des assauts meurtriers et des contre-offensives brutales. Les soldats luttent non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre la glace, la faim et l'épuisement. Les gelures et les maladies s'ajoutent aux pertes humaines et se comptent par milliers. Après 3 semaines de combats incessants, l'issue se dessine enfin. L'armée allemande, épuisée et acculée, s'effondre sous les assauts conjugués des forces françaises et américaines. Près de 20 000 soldats ennemis sont faits prisonniers et la 19e armée allemande est quasiment anéantie. Colmar, meurtri mais libre, renaît des cendres de la bataille. La liquidation de la poche de Colmar marque un tournant stratégique dans la guerre en Europe. Cette victoire permet aux Alliés de franchir une nouvelle étape de leur avancée vers le Rhin et ouvre la voie à la libération totale du territoire français. Mais au-delà des gains militaires, cette bataille laisse dans son sillage une douleur ineffaçable, celle des milliers de vies sacrifiées pour la liberté. En février 1945, après de durs combats, Colmar est libéré par la première armée française du général de Lattre de Tassigny, soutenu par les Alliés. Maintenant, direction l'Allemagne. La France est libérée, mais Édouard Jasniewicz a poursuivi les combats de l'autre côté du Rhin, en forêt noire, jusqu'à la frontière autrichienne, où la joie gagne les troupes après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Voilà plusieurs années qu'Édouard Jasniewicz vient dans le collège témoigner de cette guerre qui l'aura profondément marqué auprès d'élèves de 3e, parce qu'il veut qu'aucun n'oublie. Et il était temps de rendre hommage à l'homme, à son parcours, à l'histoire. C'est pourquoi nous devions inscrire son nom dans les pierres de notre établissement comme une plaque commémorative que le temps n'effacerait pas. Pour cette mission, nous avons fait appel à Mathieu Exposito, artiste, plasticien, performeur et surtout graffeur. C'est le 6 décembre que nous l'avons rencontré. Mathieu Exposito est un artiste qui explore le dessin, la sculpture et la performance pour questionner les relations humaines. Son travail cherche à apaiser l'agitation du monde et à construire un univers de paix et d'entente. Le rose, couleur récurrente dans ses œuvres, symbolise la cicatrice d'un monde à reconstruire. Une vision artistique qui colle parfaitement avec notre désir d'interpréter l'histoire d'Édouard Jasniewicz comme un message de paix pour les générations futures que nous incarnerons. Avec Mathieu Exposito et après l'initiation au street art, nous avons imaginé à quoi pourrait ressembler la fresque finale, car oui, cette plaque commémorative en l'honneur d'Édouard Jasniewicz et des combattants de la libération sera une fresque aux couleurs vives et aux messages forts. Alors on a eu l'année dernière un premier travail où on pensait la fresque en dessin, sur papier, dans la classe. Et puis ensuite on avait cette réalisation en direct. Donc là, faut juste se rendre compte que l'implication des élèves, c'est tout de A à Z quasiment. Moi, j'ai pratiquement pas pris la main. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est juste fait en 9 heures. Ça aussi, c'est très intéressant. 9 heures, 7 élèves. Et du coup, avec ce projet-là, où on a fait du collage, de la peinture, de la bombe de peinture, des caches, des pochoirs. Un beau travail d'art plastique. Alors, mes inspirations pour la fresque-là, c'est surtout les élèves qui ont proposé des choses en amont. Et moi, j'ai refait une fresque en lien avec leur inspiration pour que ça puisse se faire. Donc, l'objectif, c'était d'essayer d'être le plus dans la subtilité, c'est-à-dire pas d'armes, le drapeau français pas forcément clair.
on l'a tout le temps, mais voilà. Donc au niveau inspiration, le collage il fait référence à des liens de la résistance où on venait coller des affiches ou distribuer des tracts. Après au niveau des couleurs, on reste, je voulais pas de kaki non plus, pour pas être trop militaire. Vous êtes dans une école qui est déjà forte au niveau du symbole, Vauban. Donc l'idée de remettre du kaki sur la fresque, c'était peut-être un peu dur. Voilà, on va rester comme ça. Ah oui, il y a aussi le Rhin. En fait, l'idée c'était de faire une petite boucle un peu symbolique où les soldats sont allés symboliquement, ils sont passés à côté du Rhin. Donc on met les villes que Édouard a pu rencontrer en fait pendant ses faits d'armes. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, là il y a les filles, elles font les contours de Monsieur Jasniewicz qui est dessiné à la droite. Après on a écrit pour la vie avec des feuilles du livre découpées, on les a collées, on a fait les contours avec de la peinture noire. Après il y a le Rhin qui passe au milieu des lettres comme vous voyez ici, et là il y a la signature de l'artiste qui est des drapeaux avec des cœurs au milieu. Et après on a écrit aussi des mots importants comme fraternité, liberté, égalité. On a écrit aussi avec de différentes langues comme l'arabe. Après ici on a écrit, venez ici, on a écrit avec du japonais, on a écrit avec du russe, on a écrit avec de l'allemand, etc. Espagnol aussi. Et voilà. Et après comme vous voyez ici il y a les couleurs des drapeaux bleu, blanc et rouge. Et voilà. Pour que le message d'Édouard Jasniewicz et le souvenir de tous les anciens combattants de la libération perdurent, voici notre contribution. Comme le dit si bien la devise du souvenir français, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci. Un, deux, trois. Tu peux lâcher, lâche. J'ai aimé participer en dessinant la fresque. Ça fait, je sais pas, partie d'une chose importante. Moi j'aimerais bien mettre tout au plein milieu. On met par exemple une photo, il est comme ça, deux faces. Et après on met deux photos ou d'autres trucs sur les côtés avec ces médailles. Ce travail nous a permis de mieux comprendre les enjeux de la libération du territoire français, les souffrances vécues, mais aussi à la force et le courage de ceux qui ont combattu, comme Édouard Jasniewicz, au péril de leur vie. Et je suis très ému et je ne saurais comment remercier les élèves de 3e, ainsi que M. Jacob, de m'avoir sollicité pour parler de ce qui s'est passé pendant la guerre 44-45. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, ces honneurs qui me sont adressés, je les associe à tous mes camarades disparus. Et je remercie beaucoup donc, tous ceux qui ont participé à ce projet et à cette belle fresque qui m'émotionne.